Bonjour à tous, merci à l'ITE pour son invitation. Je vais commencer cet exposé-là qui est focalisé sur les systèmes alimentaires territorialisés par un peu d'humour sur l'évolution de l'humanité depuis des centaines de milliers d'années, avec l'explication qui est que peut-être le caddie est une arme de destruction massive. Donc ça, c'est la question de la santé humaine. Et la deuxième question, c'est celle de la dégradation des ressources naturelles avec le tiers des terres agricoles qui est dégradé, agricole et forêt, et un changement climatique qui va faire empirer les choses. À tel point qu'aujourd'hui, une commission spéciale de la revue prestigieuse The Lancet attire l'attention sur les deux santé, la santé de l'homme et la santé de la planète, qui sont des problèmes qui exigent des réponses énergiques et rapides. Et alors pour développer ces différents points, je vais articuler l'exposé sur trois chapitres. Le premier concerne l'histoire des systèmes alimentaires. Et le second chapitre va traiter de l'insécurité alimentaire qui règne aujourd'hui en 2019 sur la planète. Et le troisième chapitre va se projeter dans l'avenir jusqu'en 2050 à partir de trois scénarios. Et la conclusion essaye de suggérer qu'il faut aller vers des systèmes territorialisés pour avoir une alimentation plus durable. Alors l'histoire longue des systèmes alimentaires, ça nous conduit à définir ce que c'est évidemment que ce concept de système alimentaire, comme l'a fait Louis Malassis il y a maintenant une trentaine d'années, en disant que le système alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Et à partir de ce concept, il est possible de distinguer 5 transitions, c'est-à-dire passage d'un état de l'alimentation à un autre, au cours des âges lointains, puisque on démarre à l'Homo sapiens, 300 000 ans, avec la maîtrise du feu, pour assurer la transformation des aliments par la cuisson et leur conservation. Et le deuxième intérêt de cette maîtrise du feu, c'est évidemment le repas pris en commun autour du foyer, avec la convivialité, les relations sociales, etc. Deuxième étape, beaucoup plus récemment, il y a 12 000 ans environ, c'est l'apparition de l'agriculture en Mésopotamie, avec la domestication des espèces végétales, notamment les céréales, et animales avec l'élevage des chèvres et des moutons pour débuter ça. Bon, il y a un anthropologue américain qui s'appelle Scott, qui vient de sortir un bouquin qui est très décapant, et il dit ce n'est pas la domestication des plantes et des animaux, c'est la domestication des hommes en fait. L'apparition de l'agriculture, si vous voulez, amène évidemment des solutions à l'alimentation, mais elle amène des problèmes parce que pour faire de l'agriculture, il faut des terres, et donc il y a le phénomène de la propriété de la terre qui est apparu. Et à partir du moment où vous avez la propriété de la terre, c'est une source de conflit violent pour l'appropriation, évidemment. Et on a vécu ça depuis. Ça, c'est 12 000 ans. Et c'est vraiment les autres observations de l'agriculture en Asie ou en Amérique centrale, c'est beaucoup plus récent. C'est 7, 8 000 ans. Troisième étape, l'apparition de la division du travail, il y a 5 000 ans. Alors ça, c'est les grandes cités comme Babylone, où du fait justement de l'urbanisation, il y a eu une spécialisation des métiers. Le métier d'agriculteur qui est à la périphérie des villes, mais vous avez ensuite le métier du transformateur des produits bruts, des artisans donc, et puis les commerçants. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, des corporations apparaissent et l'agriculture n'est pas le lieu unique de la production et de la consommation alimentaire, comme dans les tragédies grecques. Troisième révolution, alors ça c'est 5000 ans, troisième révolution, c'est très récent, c'est la généralisation du processus d'industrialisation c'est-à-dire standardisation des produits
production et consommation de masse, ça a démarré il y a 150 ans aux États-Unis, un peu plus récemment en Europe. Et on peut dire que la France, ça date plutôt de l'après-guerre, à partir des années 1950. Et enfin, on peut dater ça, si vous voulez, moi je le date du sommet de Rio, 1992, sommet de la Terre à Rio, où on a vu cette préoccupation environnementale, la préoccupation intergénérationnelle qui est apparue, évidemment la préservation de l'environnement. Donc ça c'est, disons, il y a environ une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc c'est une accélération fantastique que l'on peut figurer en ramenant tout à une année, c'est-à-dire les 300 000 ans. Donc une année pour le feu, ensuite vous avez 18 jours pour l'apparition de l'agriculture, 4 jours pour l'apparition de la division du travail, 4 heures pour l'agro-industrie. Donc c'est un phénomène très récent. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est vraiment dans une transition, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, alors qui se fait évidemment lentement, parfois d'ailleurs avec là aussi des conflits, mais c'est quelque chose qui, de l'avis de nombreux chercheurs, est quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans l'agro-industrie, sinon les impacts négatifs vont être tels qu'on va subir des problèmes alimentaires très sérieux. Alors ici, vous avez le schéma plus sophistiqué que la définition de Malassi, qui, à partir de la théorie des systèmes, il dit que le système alimentaire, c'est un réseau complexe d'acteurs interdépendants, et donc qui sont localisés dans un espace géographique. Alors aujourd'hui, la tendance, si vous voulez, c'est de dire il y a la globalisation, etc. Mais quand on regarde les statistiques du commerce international, depuis la crise de 2007-2008, enfin depuis 2010 plutôt, il y a une stagnation du commerce international, ce qui fait dire à certains que probablement qu'on est dans une régression de la mondialisation au profit des territoires. Vous avez les différents acteurs. Alors ça commence en amont de l'agriculture, le système, c'est ce qu'on appelle l'agrofourniture, les semences, les pesticides, les produits vétérinaires, etc., les engrais évidemment. Ensuite vous avez la production agricole, la transformation, qui aujourd'hui est une industrie alimentaire de masse, les canaux de distribution, et enfin le consommateur. Alors aujourd'hui, si vous voulez, on dit plus de la fourche à la fourchette, on dit plutôt de la molécule, du gène même, puisqu'il y a les manipulations génétiques sur les semences, à la molécule qui est extraite des déchets, avec l'économie circulaire. Et dernière chose qu'on peut observer sur le système alimentaire, c'est que comme l'alimentation c'est la vie, c'est la santé en principe, évidemment les gouvernements se sont intéressés à ça. Au début c'était pour avoir des stocks de blé suffisants et éviter les émeutes de la faim, les famines, etc. Aujourd'hui c'est beaucoup plus des préoccupations liées aux pollutions des aliments et puis plus récemment à la qualité nutritionnelle des aliments. Alors là j'ai mis quelques chiffres si vous voulez. Il faut bien savoir que dans la plupart des pays du monde, sauf peut-être les pays pétroliers qui sont spécialisés là-dessus, dès qu'il y a une économie un peu diversifiée, le système alimentaire c'est le premier secteur d'activité économique. Là par exemple en France vous avez un chiffre d'affaires de 260 milliards d'euros, 1 million d'entreprises, 3 millions d'emplois et un solde du commerce extérieur qui est largement positif avec 10 milliards d'euros. Alors dernière remarque, il n'y a pas un système alimentaire mondial, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que j'ai écrit avec un collègue de l'université Laval. En fait, on a parlé du système alimentaire mondial en expliquant bien qu'il y avait une très grande diversité de systèmes alimentaires. Alors, pour mieux comprendre comment ça se répartit dans le monde, et dans un souci pédagogique, on a beaucoup simplifié en ramenant le système alimentaire mondial à 3 blocs. Le premier bloc, c'est le système agro-industriel, qui est aujourd'hui un système dominant parce que il est apparu dans les pays riches, Amérique du Nord, Europe, Japon, etc. Mais il se développe très rapidement dans les pays émergents. Brésil, Chine, etc. Là, vous avez, par exemple en Chine, si vous voulez, plus de la moitié de la population est déjà dans le modèle agro-industriel. Alors à côté de ça, donc ça représente 51% de l'humanité. On a fait des calculs un peu compliqués, mais je pense qu'on est près de la réalité.
Deuxième bloc, encore très important, c'est la configuration traditionnelle, c'est-à-dire l'alimentation, l'agriculture d'autosubsistance. On produit sur l'exploitation agricole et on consomme ce que l'on produit, au moins, peut-être pas à l'échelle d'une exploitation, mais à l'échelle d'un village. Ça, c'est 34% de la population mondiale. Et entre les deux sont apparues des formes qualifiées d'intermédiaires, qui sont souvent d'ailleurs des formes innovantes, et dans lesquelles on va puiser les éléments des systèmes territorialisés, parce que c'est déjà en esquisse dans plusieurs régions du monde. Ça, c'est 15%. Alors, si je veux caractériser un peu mieux le système dominant, eh bien, j'ai 5 qualificatifs qui sont illustrés par ces photos. Vous avez les moissonneuses-batteuses là dans une fazenda au Brésil qui fait des milliers d'hectares, récolte du soja. En bas à gauche, c'est une laiterie. Vous voyez que c'est très compliqué, il y a plein de tuyaux. Et puis comment ça circule avec les containers. La logistique aujourd'hui alimentaire utilise aussi les containers. Donc c'est intensif, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation très forte d'intrants chimiques. Il y a une utilisation très, très forte de la génétique et il y a les manipulations génétiques, les OGM. Et puis vous avez une utilisation massive aussi du fait de la mécanisation d'énergie. Donc c'est un système qui nécessite beaucoup de ressources, mais qui sont des ressources, si vous voulez, qui sont puisées soit dans les ressources naturelles, comme le pétrole, soit qui sont issues du carbone fossile, c'est-à-dire de la chimie de synthèse à partir du pétrole. Bon, c'est spécialisé. Alors spécialisé, ça c'est un bon exemple parce que c'est du soja, on fait que du soja. En France, si vous voulez, on a un bon exemple ici dans la région parisienne avec les céréales. Et puis vous avez dans d'autres régions de France, ça va être plutôt la vigne. Là où je vis, c'est à 80% l'agriculture, c'est de la viticulture. Donc c'est très spécialisé. Ça présente des inconvénients d'après les agronomes, cette hyper-spécialisation. C'est concentré. Là, ce sont les grandes firmes qui accaparent la plupart de la production aux différents échelons. Mais contrairement à ce qu'on pense, si vous voulez, ce n'est pas la grande distribution ou l'industrie alimentaire qui sont le plus concentrés dans le système alimentaire aujourd'hui, c'est l'agrofourniture. Et avec l'histoire Monsanto-Bayer, là, vous savez, la fusion, et donc les semences modifiées génétiquement, on a aujourd'hui une poignée de firmes. Il doit rester 4 ou 5 firmes, après toutes ces fusions, qui produisent les semences dans le monde. Alors, là, je ne rentre pas dans le débat sur la nocivité des OGM ou d'autres, mais j'attire l'attention sur un problème de gouvernance et d'équilibre de marché. À partir du moment où vous avez un oligopole, un très petit nombre de grandes firmes, il y a évidemment une domination du marché, il y a des risques de cartélisation, même s'il y a des autorités de la concurrence qui surveillent ça, et donc une imposition des prix et une domination par la technologie. Quatrième, c'est la mondialisation, j'en ai parlé, les marchés de plus en plus ouverts, et enfin la financiarisation, probablement que c'est le phénomène le plus inquiétant, parce que ces grandes firmes dominantes dont je viens de parler, en fait, les actionnaires propriétaires les plus importants, ceux qui font les stratégies, ce sont aujourd'hui des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement, c'est le court-termisme. On demande des résultats, des rapports financiers tous les 3 mois, et on demande un minimum. Il y a des ratios. Aujourd'hui, le ratio, c'est 15%, c'est-à-dire que lorsque j'investis 100 dollars en achetant une action, eh bien, il faut que ça me rapporte 15. Et si ça ne me rapporte pas 15, je vends les actions. Et donc, il y a un risque de déstabilisation des entreprises qui est extrêmement dangereux pour une activité comme l'agriculture. Alors, bon, là, je viens déjà de faire une critique sévère, mais quand même, le chercheur doit essayer d'être objectif. La ration alimentaire mondiale, ça se calcule en kilocalories par tête et par jour. Elle a beaucoup augmenté. On a des statistiques à la FAO depuis 1960. Et depuis 1960, plus de 50 ans, ça a triplé les rendements, par exemple du blé, du soja, du riz, etc. C'est considérable. Et donc les théories malthusiennes qui disaient qu'on n'arrivera pas à développer les ressources alimentaires aussi vite que la population, elles sont infondées. Et Ehrlich, c'est un écologiste américain des années 60, a dit la même chose, mais ça, c'est pas vérifié. Bon, les rendements, je viens d'en parler. Les prix, alors ça s'accompagne, grâce à la productivité, d'une baisse de prix réelle. Quand vous enlevez l'inflation, les prix alimentaires diminuent.
Bon, rapidité et praticité des utilisations, ce qui correspond évidemment à une demande liée à l'urbanisation et à la féminisation du travail. Hein. Et enfin, une progression de la sûreté. Alors, il ne faut pas confondre la sécurité alimentaire, qui est une notion globale sur laquelle je reviendrai, et qui prend d'ailleurs la qualité nutritionnelle, et la sûreté, c'est simplement la qualité qui est liée à l'absence de toxicité par des agents bactériens. Alors, ces aliments plus sûrs, on peut les caractériser par des statistiques. Hein. En France, en 1950, il y avait 15 000 morts, encore, hein, par les infections, notamment le botulisme, vous savez, les boîtes de conserve gonflées, etc. Hein. Il y en a plus que 160 aujourd'hui, probablement un peu moins. Hein. Mais sûreté n'est pas qualité alimentaire, hein, qualité totale. Alors aujourd'hui, si je fais un bilan, j'en arrive à la deuxième partie, il faut que j'accélère un peu. Nous sommes dans un processus, si vous voulez, d'insécurité alimentaire avec plusieurs facteurs. Le premier, c'est la malnutrition. Alors, bon, selon les chercheurs, etc., c'est entre 3 et 4 milliards de personnes qui sont mal nourries. Soit par déficit, il n'y a pas assez de calories, donc là c'est la faim. La faim dans le monde, c'est à peu près 900 millions d'habitants. Mais il y a aussi les pénuries en vitamines, il y a les pénuries en métaux, hein, le fer et le zinc par exemple, c'est indispensable, etc. Et donc soit 1,5 milliard, soit 2 milliards. Et d'autre part, il y a 1,5 milliard ou 2 milliards qui sont en suralimentation. Donc les excès caloriques, aujourd'hui la ration moyenne mondiale c'est 2800 kilocalories par tête et par jour. Donc oui, par habitant et par jour. Hein. Il y a des pays qui sont à 2200. Les nutritionnistes vous disent quand on est sédentaire avec 2000 kilocalories par jour ça suffit. Mais il y en a d'autres qui sont presque à 4000, notamment en Amérique du Nord. Hein. Donc ça fait, si je prends le bas de la fourchette, 40% de la population qui est mal nourrie. Les économistes ont calculé l'impact économique. Parce qu'évidemment, si vous êtes mal nourri, si vous êtes malade, vous n'allez pas travailler. Il faut financer les hôpitaux, etc. Donc ça représente 4 à 5% du PIB mondial. C'est énorme. Et l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit plus de la moitié des décès ont une cause directe ou indirecte liée à une mauvaise alimentation. Environnement dégradé. Bon, pollution des sols, j'en ai parlé. Il y a des problèmes très très préoccupants sur les résidus de pesticides, de métaux lourds, etc. Mais j'ai oublié ici les antibiotiques. Aussi un problème très inquiétant parce qu'il y a l'antibiorésistance qui se développe. Hein. La biodiversité s'effondre. Bon, il y a des articles dans la presse récents. Bon, les médias, évidemment, aiment bien les scoops, etc., et puis mettre en exergue des choses. Mais le WWF fait un rapport annuel là-dessus. Il calcule ça depuis 1970. C'est moins 60% sur 3000 espèces, presque 4000 espèces qui sont observées. Hein. Et enfin, bon, le calcul de l'empreinte écologique, c'est-à-dire qu'on mange 1,7 planète, la dernière recensement. Au 1er août 2018, on a épuisé ce qu'on appelle la biocapacité de la Terre, et en conséquence, on puise dans les ressources. C'est-à-dire qu'on dégrade évidemment le milieu dans lequel on vit. Hein. Et, bon, phénomène très, très inquiétant aussi, les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire, c'est-à-dire tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est 25 à 30% du total des émissions par l'ensemble des activités. Ensuite, vous avez les bâtiments, etc., hein, l'industrie. Alors, troisième et quatrième insécurité alimentaire, l'instabilité économique. Bon, à cause de la volatilité des prix, c'est-à-dire que les cours des matières, les commodités, les matières premières agricoles, la dernière crise en date, c'est 2007-2008. Là, vous avez vu les cours du soja notamment et du blé multipliés par 2 ou 3 selon les pays. Alors, si vous êtes consommateur, hein, d'ailleurs, il y a eu des émeutes de la faim à ce moment-là, le producteur est content, mais le consommateur n'est pas content. Il va dans la rue, il casse tout, et les gouvernements sont très inquiets. Les gouvernements peuvent sauter. Bon, nous, on a connu ça en 1789. Hein. Deuxième calcul, c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. Quand vous payez 100, un caddie de 100 € par exemple, on a regardé comment ça se répartit entre les agents du système alimentaire. Et retenez que s'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'alimentation, malgré tous les miracles qu'on nous promet dans les labos. Hein.
6% de ces 100, donc 6 euros sur 100, ça va à l'agriculteur. Les industriels, 15%. On pourrait penser que c'est beaucoup plus. Mais en fait, c'est pas ça. Les importateurs, parce qu'évidemment, pour nourrir la France, ici, on a besoin d'importer le quart de la nourriture consommée. Hein. Les services et taxes, 53%. Alors là, vous avez un paradoxe économique, c'est-à-dire un bien matériel est devenu de l'immatériel du tertiaire. Pourquoi ? Parce que, en termes de valeur économique, eh bien, alors c'est quoi ? C'est la logistique, mais c'est aussi la pub. Hein. En moyenne, la pub, aujourd'hui, c'est 15% de ce que vous achetez dans les supermarchés. Hein. C'est énorme. On peut se demander si c'est vraiment utile, d'ailleurs, tous ces emballages, etc. Bon, on a un autre phénomène, c'est la précarité alimentaire. C'est-à-dire que la population pauvre, eh bien, est très mal nourrie. Et il y a un problème de calories, et on corrige cette sensation de faim par la malbouffe, c'est-à-dire le sucre, les sodas, et puis les chips, enfin les choses comme ça qui sont grasses et qui amènent beaucoup de calories. Mais le sucre, le sel et les corps gras, c'est ça qui provoque les maladies d'origine alimentaire. Bon, il y a de l'enfumage publicitaire, notamment avec ces histoires d'étiquetage, etc. Hein. Et enfin, une étude britannique, hein, ça évoque un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous payez 120 milliards de livres par an hein, pour manger, les coûts cachés, c'est autant. Alors les coûts cachés, c'est quoi ? C'est des coûts qui ne sont pas dans le prix que vous payez pour votre aliment. C'est-à-dire les hôpitaux, la dégradation des ressources naturelles, la perte de biodiversité, etc. Vous voyez ? Donc ça représente autant, dont la moitié pour la santé. Et il y a un paradoxe, parce que tous les nutritionnistes vous diront, les médecins vous diront, si on mange correctement, eh bien, on évite beaucoup de maladies. Si on mange et si on bouge. Hein. Alors, j'en arrive à la prospective. Il me reste combien ? 6-7 minutes, là, je vais aller un peu plus vite. Alors, ça, c'est gravé dans le marbre par la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui fait autorité en matière d'agriculture et d'alimentation. Elle a commencé par définir la sécurité alimentaire, c'est lorsque la nourriture est acceptable culturellement. C'est-à-dire qu'on ne vous amène pas à manger Coca-Cola, McDo. Hein, il y a des cultures alimentaires dans chaque région, dans chaque pays, et il y a une tradition alimentaire qui correspond d'ailleurs en plus au potentiel productif local. Elle est accessible économiquement, évidemment il faut pouvoir payer les aliments, il ne faut pas que ce soit trop cher. C'est loyal et réaliste, il y a souvent des fraudes. Hein. Elle est sûre, ça c'est la sûreté alimentaire, et nutritionnellement adéquate, c'est-à-dire un bon équilibre dans la ration alimentaire. Et la dernière partie, c'est là qu'on arrive à la notion d'alimentation. C'est pas simplement du côté de la consommation, c'est aussi du côté de la production. Il faut que ça utilise correctement les ressources naturelles et humaines. Alors la prospective. Bon, les prospectivistes, ils font des scénarios. Hein. Moi, j'en ai fait que 3 parce que sinon, il y a eu beaucoup d'exercices là-dessus. Moi-même, j'ai participé à Agrimonde avec l'INRA et le CIRAD et on a beaucoup simplifié, donc on en a fait 3. Hein. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la population va beaucoup augmenter, et notamment la population urbaine. Mais j'ai fait un calcul très intéressant qui nous amène au SAT, c'est que, en fait, en 2050, dans les mégalopoles, c'est-à-dire plus d'1 million d'habitants, ce sera le tiers de l'humanité. Et les 2 tiers vont être encore dans les zones rurales et dans les villes inférieures à 1 million d'habitants. Or, le SAT, le système alimentaire territorialisé, peut parfaitement nourrir les 2 tiers de l'humanité. Pour les très très grandes villes comme Paris, São Paulo, etc., où il y a 15, 20, 25 millions d'habitants, il faut avoir un système, disons, beaucoup plus large, hein, qui ne peut pas être territorialisé comme les autres. Bon, les autres variables, je vais passer rapidement, parce que c'est connu. Changement climatique. Ressources fossiles, on a une grosse inquiétude, non pas sur le pétrole. Aujourd'hui, le pic pétrolier recule, hein, parce qu'on trouve toujours plus de pétrole, hein, schiste, etc. Par contre, le phosphate, là, on est assuré. Les très gros gisements sont au Maroc, hein, ils sont en voie d'épuisement. Alors, ce sera probablement après 2050, mais aujourd'hui, les agronomes ne savent pas cultiver et avoir des rendements corrects sans phosphate. Donc, il faut trouver une solution. Hein. Les ressources naturelles, bon, ça, j'en ai parlé. L'information, alors là, il y a un phénomène inquiétant, c'est GAFA, Google, Amazon, etc., qui captent l'information et l'utilisent
pour convaincre le consommateur, marketing direct, mais aussi pour gérer les entreprises. Les entreprises sans les GAFA aujourd'hui ne pourraient pas être gérées correctement. Il y a une appropriation de l'information qui est tout à fait inquiétante, comme pour les semences. Alors la gouvernance actionnariale, ça c'est les fonds d'investissement, ou partenariale, c'est toutes les parties prenantes qui gèrent les entreprises, les collectivités, etc. Bon, et enfin les valeurs. Les valeurs, si vous voulez, c'est avec un S. Pourquoi? Parce que la valeur marchande, c'est la valeur qui gouverne le capitalisme, etc. Et on sent bien que s'il n'y a pas une valeur environnementale qui est intégrée dans les prix par des systèmes de taxes et la valeur sociale, on se prépare des lendemains difficiles. Alors le premier scénario, c'est au fil de l'eau. Bon, c'est la continuation de l'agro-industrie, donc j'insiste pas, sauf peut-être sur cette histoire d'artificialisation. Les gens de Nestlé vous disent, on a bien compris, parce que c'est des gens intelligents évidemment, que ce qu'on vend c'est mauvais pour la santé, mais on va le corriger par des moyens artificiels. Bon, l'exemple que tout le monde connaît, c'est d'incorporer de l'oméga 3 pour lutter contre le cholestérol, etc. On va continuer à spécialiser les filières longues, on va continuer à se concentrer et on va continuer à se financiariser. Alors du côté de la consommation, l'exemple c'est ça. C'est dans la Silicon Valley, ils adorent, parce que vous mettez une poudre là-dedans, avec un peu d'eau, préparée en 3 secondes et consommée en 3 minutes, en restant devant l'ordinateur. Donc on s'imagine que la productivité du travail va augmenter. C'est faux, parce que l'endroit où il y a le plus de créativité, c'est la cafétéria dans les entreprises. Alors, je vous montre des choses assez inquiétantes. Et la méga ferme en Chine, la ferme des 100 000 vaches, dont vous avez 9 millions d'hectares. Bon, une bonne nouvelle, c'est que les Chinois ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient pas résoudre les problèmes d'une étable de 100 000 vaches. Donc ils sont tombés sur des formats de 5 000. La tour maraîchère d'Aromainville, bon, c'est formidable parce qu'il n'y a pas de maladie et donc il n'y a pas besoin de pesticides, etc. Mais l'inconvénient, c'est que ça détruit les ceintures maraîchères autour des villes. Et en conséquence, ça détruit des emplois, etc. Et la dernière nouveauté, c'est la viande in vitro. Bon, ça coûte encore horriblement cher. Et je pense que derrière, il y aura des rejets culturels. Bon, j'en arrive à mon SAT. Changement de paradigme, 3 valeurs au lieu d'une seule. Il n'y a pas que la valeur marchande. Souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que les peuples doivent s'efforcer de se nourrir avec ce qu'ils produisent, et non pas par les importations, qui crée une dépendance externe qui coûte cher, et la gouvernance par les territoires plutôt que par le marché mondial. Voilà, la triple proximité, bon, j'ai pas le temps, mais je pourrais vous l'expliquer dans des questions, et finalement, c'est un réseau de micro-entreprises et de PME qui fonctionne en bioéconomie circulaire. Et la gouvernance, elle est partenariale. Alors, donc, on est sur des innovations biomimétiques, en rupture avec l'approche d'artificialisation. Elle est plus soft, plus sociale, etc. Mais bon, ça coûte plus cher. Donc il faut qu'il y ait un consentement à payer, quand on a les revenus, évidemment. L'efficacité énergétique n'est pas encore au point. D'une façon paradoxale, les très très grandes usines arrivent à une maîtrise énergétique beaucoup mieux que les petites, mais parce que la recherche ne s'est pas intéressée aux petites usines. Et vous avez la coordination des acteurs. Comme c'est des petites structures, c'est difficile à coordonner, beaucoup d'individualisme. Et bon, l'échelle de reproductivité, c'est-à-dire est-ce que les systèmes alimentaires territorialisés pourront vraiment nourrir les territoires, les régions, etc. Ça demande à être confirmé. Alors ça, pour mémoire, là aussi c'est quelque chose de surprenant, c'est un père dominicain au Bénin en 1983 qui a créé le premier cluster d'agroécologie, en combinant donc la forêt, les cultures animales, les cultures végétales, l'élevage, la pisciculture, en faisant du recyclage de déchets, en installant des ateliers de transformation à la ferme, etc. C'est absolument fantastique ce truc-là. Bon, en France, on a les fermes de Figeac qui font à peu près la même chose. D'ailleurs, ils sont démarrés un peu après 1983. Alors les innovations, c'est dans la commercialisation, ce sont les AMAP, ce sont les coopératives comme la Louve ici à Paris, et ce sont les épiceries solidaires ou les drives fermiers, très intéressant, parce que ce sont les producteurs eux-mêmes qui créent des drives où on va chercher l'alimentation, etc. Et en matière d'information du consommateur, il y a le Nutri-Score,
qui a été vraiment une bataille de 10 ans, mais finalement, c'était le ministre de la Santé précédent qui l'a accepté. Et c'est un truc maintenant qui est plébiscité par les nutritionnistes, etc. Malheureusement, les firmes, je crois qu'il n'y a qu'une trentaine de firmes agroalimentaires en France qui acceptent de le mettre. Hein. Mais progressivement, ça va se faire. Hein. Alors, j'en arrive à la fin maintenant. Il y a beaucoup de programmes de gouvernance des villes, alimentaires des villes. Lyon, Marseille, Montpellier, je crois même qu'à Paris il y a quelque chose, Rennes, et puis Montréal. Hein. Il y a le pacte de Milan qui a réuni lors de l'exposition universelle 160 maires. Ils ont fait un pacte pour l'alimentation durable et tous les ans ils font un sommet. Le prochain sommet aura lieu à Montpellier d'ailleurs cette année. La Suisse a fait des votes d'initiative populaire sur la sécurité alimentaire. C'est inscrit dans la Constitution. C'est tout à fait remarquable. Et en France, mais ma collègue va en parler, il y a le programme national d'alimentation, il y a la récente loi EGalim, qui résulte des États généraux de l'alimentation 2018. Alors, conclusion, 5 défis pour un futur alimentaire durable. Bon, le premier, il faut absolument que l'on dépasse la simple sûreté alimentaire que nous avons aujourd'hui dans les pays comme la France. Hein. Il faut aller vraiment vers la qualité nutritionnelle, et ça, c'est le Nutri-Score. Hein. Mais aussi la qualité environnementale et la qualité sociale. Il y a des labels, il faut que ce soit des labels officiels, sinon ce n'est pas crédible pour le consommateur. Comme vous avez des labels pour l'origine, hein, il faut qu'il y ait un label pour l'agroécologie, mais c'est en préparation tout ça. Et à plus long terme, il y aura des labels sur le social, c'est-à-dire pas de dumping social dans le système alimentaire. Alors ceci, ça implique qu'il faut reconsidérer complètement le modèle d'affaires ou le modèle économique en intégrant le coût des externalités négatives comme j'ai expliqué. Hein. Ça peut être fait par des systèmes de TVA. On peut imaginer pour la junk food une TVA à taux 20% comme aujourd'hui, peut-être même passer à 25%, mais au contraire des TVA à taux très réduit pour la good food qui serait en vert dans le Nutri-Score. Bon, évidemment, quand on parle de ça à l'Association nationale des industries alimentaires, c'est le tollé, évidemment. Mais il faut travailler ceci pour aller dans cette direction. Hein. Troisième défi, il faut reconfigurer les échelles de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est gouverné par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est en faveur d'un marché globalisé dans lequel on échange les produits en fonction des avantages comparatifs, etc., mais avec beaucoup de dégâts, délocalisation, etc. Et enfin, il faut repenser la chaîne des savoirs. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, bon, une institution que je connais bien, l'INRA, bon, qui a pris le virage de l'agroécologie très récemment, mais si vous regardez le nombre de postes de chercheurs et les budgets qui sont sur l'agroécologie, c'est pas suffisant. Et si on veut vraiment construire des SAT, il va falloir investir massivement. La recherche publique a un devoir d'investissement sur ces créneaux, hein. Mais ce n'est pas simplement l'agroécologie, c'est l'éco-conception des usines, etc. Hein. Donc il faut redéployer les moyens. Et ça, c'est par la politique alimentaire. Et à ce titre, la loi qui est sortie récemment à la suite des États généraux est décevante. Alors je termine par Einstein, parce qu'il faut bien voir, c'est un changement de paradigme, hein, tout ce que j'ai expliqué là. Et donc on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont enregistré. Mais j'ai censuré, il y a une variante qui est très cruelle, c'est-à-dire on ne peut pas faire un nouveau monde avec les hommes de l'ancien monde. Merci de votre attention. Vous aurez une bibliographie aussi si ça vous intéresse. Bon, j'ai un peu dépassé, je suis désolé.